Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir bravé la future tempête ou la tempête en fabrication. Ça fait un petit moment qu'on cogite. Je vous demanderai de prendre vos places. Soyez confortables. Vous avez de la place pour vos manteaux, vos sacs. Le micro, ça va? Bon, ça ne paraissait pas, mais c'était un test de son. Alors, je recommence. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que mes collègues commissaires et moi vous accueillent ce soir à la première séance d'expression des opinions qui s'inscrit dans le cadre de la consultation sur le projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, projet conduit par la Société des transports de Montréal. La séance se déroulera en français. Toutefois, nous invitons les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais à le faire. The meeting will be conducted in French, but anyone who would prefer to address the Commission in English may do so. Comme vous le savez maintenant, je m'appelle Marguerite Bourgeois et j'ai été nommée présidente de la Commission par le Conseil d'administration de la STM. Je suis secondée par mes collègues commissaires Joshua Wolf et Radwan Tokmani. Et nous sommes appuyés dans nos travaux par Stéphanie Wells, secrétaire analyste. J'ai expliqué le processus lors de nos dernières rencontres et nous en sommes maintenant à la deuxième étape de la consultation qui vise à faire connaître votre opinion sur le projet qui vous a été présenté à l'occasion des séances d'information tenues les 11, 13, 18 et 19 février dernier. La présente étape se déroule entre les citoyens et la Commission uniquement. Les représentants de la Société de transport de Montréal et les organismes partenaires ne participent pas aux échanges. On est là pour vous écouter. Nous entendrons cette semaine et la semaine prochaine de nombreux citoyens et représentants d'organismes. De plus, nous lirons attentivement vos réponses au questionnaire guidé, qui est d'ailleurs toujours disponible sur le site Web de la consultation, de même que la totalité des opinions écrites que nous recevrons par courriel. D'ailleurs, l'ensemble des opinions écrites seront éventuellement diffusées sur le site Web de la consultation. Nous souhaitons entendre les citoyens sur la conception des futures installations de la STM, car c'est précisément et principalement sur cette question que porte la consultation. Une fois l'étape de l'expression des opinions terminée, nous analyserons l'information reçue et les opinions exprimées. Nous rédigerons un rapport que nous remettrons au comité suivi des actifs du conseil d'administration de la STM et nous produirons un rapport qui sera rendu public. Notre rapport sera déposé à l'été 2020. Le rapport de la Commission a une valeur consultative, ce qui veut dire que les décisions finales relatives au projet de prolongement de la ligne bleue ne nous appartiennent pas, mais appartiennent au conseil d'administration de la STM. Ce soir, j'appellerai les participants et participantes selon l'ordre prévu à l'horaire. Nous allouerons une dizaine de minutes à chaque personne, soit 5 minutes environ pour présenter une opinion et 5 minutes pour une période d'échange. À tous ceux et celles qui ont déjà déposé une opinion écrite, sachez que nous l'avons lue attentivement. C'est pourquoi je vous invite à en présenter les éléments essentiels de façon à laisser le plus de temps possible à la période de questions. Tout comme les séances d'information, les séances d'expression des opinions sont sténographiées et font l'objet d'une captation vidéo. Les vidéos ainsi que les transcriptions des audiences feront partie du dossier de documentation de la consultation et seront déposées prochainement sur le site Web de la STM. Si vous ne souhaitez pas être filmé, veuillez en aviser les personnes à la table d'accueil. L'ensemble de la documentation relative au projet demeure accessible en tout temps sur le site Web de la consultation. D'autres documents seront également ajoutés, comme les transcriptions des séances et les opinions qui nous seront présentées.
D'ailleurs, de nouveaux documents seront déposés prochainement par la STM sur le site Web de la consultation. Et ces documents viseront à répondre à des préoccupations ou à des questions qui ont été soulevées par des citoyens à l'occasion des séances d'information. La Commission tient à ce que le climat demeure serein et courtois. Les propos malveillants et les interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation d'autrui ne seront pas reçus. Finalement, tel que précisé dans la politique de consultation publique de la STM, si pour une raison ou une autre des inexactitudes se glissaient dans les propos qui seront tenus ce soir, les représentants de la STM pourraient utiliser leur droit de rectification, c'est-à-dire qu'ils pourront intervenir afin de rectifier, préciser ou corriger certains éléments factuels avancés durant la séance. Autrement dit, il s'agira de rétablir des faits et non d'émettre des opinions ou des commentaires ou un avis. Je leur accorderai ainsi la possibilité d'exercer ce droit, mais à la fin de la séance seulement. Alors, sans plus tarder, j'invite notre premier intervenant, M. François Davio. Bonsoir, Madame la Présidente, Messieurs les commissaires Bonsoir. Et citoyens dans la salle. Tout d'abord, je remercie la STM pour ses intentions de créer un dialogue avec la communauté et de concevoir un projet en harmonie avec le milieu de vie des Montréalais et Montréalais. Je suis ici à titre de simple citoyen présent aux séances d'information, tant au métro qu'au SRB, et qui habite sur la 24e avenue depuis 48 ans. J'ai compris que la présentation du 11 février se résumait aux grandes lignes du projet de prolongement de la ligne bleue. Toutefois, d'autres facteurs ne peuvent pas être passés sous silence. L'intersection de P9 et Jean Talon va subir des transformations majeures avec le croisement du métro et du SRB P9, ainsi que de la construction d'un terminus sur le terrain du centre commercial Le Boulevard, d'après les plans que nous avons vus. La présence de tout cela va ou a déjà suscité un intérêt certain de promoteurs immobiliers, comme on le voit autour de chaque station de métro. En m'inspirant, j'ai bien dit en m'inspirant, d'un texte de M. Gérard Baudet, urbaniste émérite, professeur titulaire de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, texte paru dernièrement dans la presse, j'ai l'impression que le bâti patrimonial existant ne fait pas toujours le poids devant les projets sérieux, nommés immobiliers. Et ce, malgré la présence depuis la fin des années 70 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La préservation du patrimoine urbain n'est alors vue que comme une contrainte. Cela n'est évidemment pas dit ouvertement. Il y a quelques années, notre quartier en a eu une preuve lorsqu'un promoteur a voulu transformer le centre commercial Le Boulevard avec une tour et des résidences en hauteur, qui aurait défiguré le secteur et en aurait brisé l'harmonie. Heureusement, ce projet ne s'est pas concrétisé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout conserver ou empêcher de nouveaux projets, mais je pense que les citoyens doivent être vigilants pour qu'un secteur dûment identifié par la ville comme résidentiel ne soit pas mis à mal. Je souhaite que notre quartier ne s'ajoute pas aux autres déconvenues reliées au bâti patrimonial auxquels nous avons été confrontés au cours des 3 ou 4 dernières années à Montréal, mais aussi dans plusieurs autres municipalités du Québec. Devant ces constats, je me demande quelles mesures concrètes ont été prises
par les autorités compétentes pour conserver le caractère unique du bâti existant et pour préserver le caractère résidentiel des rues reliées directement à ce projet qui est maintenant sur les rails. Merci de votre écoute. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Davio. Je me permets de vous inviter peut-être à compléter un peu votre présentation parce qu'on est ici. L'objet de notre consultation porte grandement sur la conception des futures installations de la STM. Oui. Donc, vos commentaires sont très pertinents pour le quartier, mais si vous avez des éléments à ajouter en ce qui concerne les futures installations, éléments qui pourraient nous aider à contribuer à cette harmonie dont vous parlez, je vous invite à nous en faire part. Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas voulu aborder la question. C'était plus une interrogation que j'avais et que je lançais aux citoyens de l'arrondissement. D'accord? Mm-hmm. Mais je vais vous prendre un exemple, vu que vous m'invitez à le faire. Le terminus qui est prévu, ce n'est pas le métro, mais c'est lié, intimement lié, oui, sur le centre d'achat, le boulevard, va automatiquement modifier les lignes qui vont être reliées au métro, les lignes d'autobus. Mm-hmm. Et mon interrogation, nous sommes des rues résidentielles. Va-t-on maintenant, en raison de la présence de ce métro, avoir du trafic d'autobus alors que c'est interdit dans les zones résidentielles, à part les autobus scolaires? C'est un élément que je lie directement à la conception du métro. Tout à fait, tout à fait. C'est un exemple. Vous m'avez ouvert la porte, là. C'était l'intention. De toute façon, si vous me permettez, un commentaire que je n'ai pas écrit, mais que je pense depuis longtemps. Si on regarde l'axe du métro à Saint-Michel, la façon dont il a été construit à une autre époque, avec d'autres idées, ce métro s'en allait vers le nord-est. Là, il s'en va dans l'est-centre. Pourquoi s'en allait-il vers le nord-est? C'était pour désenclaver Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, où il y a une population qui est complètement enclavée et un métro et une rame d'autobus ou autre ne vit que s'il y a du monde à y mettre dedans. L'axe qu'il y a sur Jean Talon est beaucoup moins densément peuplé. C'est le commentaire que je voulais faire. Mais je ne suis pas spécialiste, c'est une simple observation d'une donnée qui date du début du métro. Bien, nous prenons certainement acte mais je de sais que c'est trop tard. Commentaire quant au tracé. Et il en sera fait état. Par ailleurs, dans nos recommandations, si je vous entends correctement, nous allons certainement tenir compte de votre suggestion de préserver le caractère résidentiel des rues sur lesquelles vont transiter les lignes d'autobus et surtout s'il s'avère qu'il y a des lignes d'autobus additionnelles qui sont amenées pour desservir le métro. Est-ce que je traduis bien votre pensée? Vous avez très bien traduit, Madame Bourgeois. Je vous remercie. Est-ce que mes collègues ont des questions à ajouter? Pas de questions à ajouter? Bien, je vous remercie beaucoup de votre intervention, Monsieur Davio. Bonne soirée. Bonne soirée à vous-même. Nous appelons comme deuxième intervenant Derek Robertson. Pour les citoyens qui sont dans la salle, j'ajouterais que nous avons reçu une communication écrite de M. Robertson que j'invite à nous livrer les faits saillants. Ça va être sur l'écran ou ça, je sais ici? Vous pourrez prendre connaissance de ce document sur le site de la STM. J'ai un copie sur clé. J'ai le USB aussi.
vite si c'était très loin. C'est pas grave, c'est parce que... Non, c'est pas grave. C'est pas faire avec le... Parce que le PowerPoint, j'avais marqué bleu en anglais, pas en français, mais c'est pas grave. Le titre, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, c'est bleu. J'ai fait ça assez vite. C'est pas grave, c'est bleu. Si je mets ça là, est-ce que tu peux voir comment? Et pour changer la page... Vous avez sur la manette. OK. Les flèches. Oui, c'est... Pour changer et revenir. Asseoir sur le bout du siège, parce que je suis pas capable. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour cette séance. Comme le monsieur dit, c'est très apprécié pour s'assurer que les citoyens peuvent exprimer puis connaissent très bien nos sentiments. Moi, j'ai entendu qu'au début, quand je t'ai contacté, on avait juste 3 minutes. On avait 5 minutes pour l'intervention entièrement. Donc, j'ai entendu 5 minutes à l'extérieur. Vous dites qu'on avait 10 minutes. Donc, je vais prendre... Je suis désolée, M. Robertson, il faudrait Oui. parler plus fort dans le micro. D'accord, OK. Je suis habitué, j'ai parlé trop fort. Donc, anyway, j'ai une présentation très courte et je suis prêt pour des questions. J'avais écrit ça assez vite la semaine passée, juste des les petits slides de PowerPoint. OK, donc c'est ça. Encore merci beaucoup pour cet événement, c'est très important. Et moi, je vais discuter, j'ai entendu qu'on ne discute pas le développement privé, des affaires comme ça. On parle plus des installations, le métro, donc j'ai gardé mes commentaires plus le plus proche de ces points-là possible. Comme vous avez noté, c'est ça, l'entrée, c'est très important d'avoir accès universel intégré au début. Comme j'ai monté, entrée unique avec un accès pour un ascenseur directement au niveau des plateformes. On avait presque ça au niveau station métro couverture. C'était presque parfait. Il y a une entrée unique pour les personnes à mobilité réduite. Il y a un ascenseur qui descend presque à la plateforme jusqu'au niveau de... Vous choisissez, il y a des derniers escaliers pour descendre littéralement la plateforme. Donc, il y a juste 2 ascenseurs. C'est efficace, c'est agréable. Snowden, c'est presque la même chose. Mais l'Inagro, oui, je sais que c'est un retrofit, mais il y en a 3 ascenseurs et j'ai eu pris comme expérience, comme vous notez mon cane, ça a pris du temps pour rendre aux plateformes. Donc, quand vous rendez à l'entrée du métro, ça a pris comme 3 ou 4 minutes juste pour rendre aux plateformes. Des fois, on ne peut pas aller assez vite. Le métro passe en avant, donc il faut s'asseoir pour 2-3 minutes. Si c'est la fin de semaine, c'est 7 à 8 minutes, il faut qu'on attende. Donc, si on pourrait avoir les édicules de niveau directement à la quai Est ou la quai Ouest, pour s'assurer que les gens pourraient avoir accès. Et ça aide aussi la fluidité d'entrée et de sortie des autres édicules. Et comme j'ai marqué deuxième note, pas seulement des ascenseurs, mais aussi des déménageurs verticaux, people movers. C'est très apprécié, les ascenseurs, mais les ascenseurs, c'est des petits ascenseurs avec 3, 4, 5, 6 personnes, maman avec des poussettes, avec 2, 3 autres enfants en train. Moi, j'étais avec ma cane, avec mon beauté réduite, et des fois, moi, j'ai besoin d'attendre. C'est plein. J'ai dit des fois, est-ce que je peux trouver une place? Les jeunes vont enlever le sac à dos? Non. I go in anyway. C'était désagréable. Donc, si on peut avoir pas juste des petits ascenseurs, mais vraiment des people movers, up and down. Est-ce que je peux vous interrompre, poser une petite question, ou vous préférez qu'on garde nos questions pour la fin? À la fin, ou comme vous voulez, tout de suite, c'est comme vous voulez. Si on avait Parce que quand vous parlez de déménageurs verticaux, ouais. people movers, est-ce que vous entendez des déménageurs verticaux pour tout le monde ou pour les gens qui ont mobilité réduite? C'est merveilleux si c'est réduit, mais je pense que c'est pas faisable. C'est comme il y a des moments avec des poussettes, des personnes âgées, pas tout le monde. Moi, des fois, je ne mange pas avec la cane, mais des moments, c'est plus facile pour moi de prendre les ascenseurs. Mais aussi, la chose, c'était plus important, big, large. Et moi, je suggère, on avait des vieux wagons que l'STM est en train de trouver une chose pour faire. Si on avait des vieux wagons, it would be very interesting integration. Donc, plus des sièges sur les plateformes. Quand on parle des édicules, on parle des stations métro. Comme j'ai noté, il y a certains qui ont 7 ou 8... Monsieur Robertson, si vous me permettez, oui. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par un déménageur vertical. Le seul que je connais, ce sont toujours en mouvement. On fonctionne dans un loop. C'est ça, il n'y a pas d'arrêt. On entre et ça monte, mais
se déplace en tout temps. Est-ce que c'est ça que vous Oui, voulez dire? non, mais en tout temps, comme un ascenseur, mais juste plus large qu'un ascenseur standard. Ça, c'est mon point. Ah, OK. C'est pour ça que j'ai dit C'est que- juste un ascenseur Non, je sais, plus- people mover comme Atlanta International, I've seen that many times, it goes, c'est ça, c'est vertical. Non, je Ça, sais, c'est mais- horizontal. Ouais, c'est ça. Moi, je veux que ça monte et descend. c'est OK, ça. mais ça va arrêter parce que ma question, c'était une question de sécurité publique. Oui, arrêter comme Ça un arrête. ascenseur. Parce qu'il y a, OK, il y a des appareils où ça bouge toujours. en Oui, tout oui, là, temps. je sais C'est de pas quoi tu ça parles. que vous voulez dire. Non, ça, c'est plus horizontal. Non, Merci. c'est ça, comme OK. un people Vous mover pouvez à continuer avec le reste de ouais, votre OK, désolé. présentation. Merci. Parfait. Et comme j'avais dit, le troisième point, c'était plus des sièges sur les plateformes. Et même, il y a des petites choses en métal pour asseoir, ils sont pas assez larges et ils sont pas. Moi, j'ai pas une grande personne et moi, j'avais de misère pour asseoir confortable, just to lean back on the wall. Et il y avait des petites choses en métal. Donc, je vous assurerai d'inclure ça ou plus. C'est plus large pour les. Comme j'ai dit, j'ai pas une grande personne, mais il y a des autres personnes qui vont être plus difficiles. Signalisation visuelle claire et les annonces audio pour tous. Comme vous avez entendu, la première séance, il y a une personne qui vient exprimer que c'est important. She was born at Avus, puis c'est important qu'on avait les communications, pas de musique comme une suggestion, mais ce soit certaines des signalisations et des annonces très claires. Et si ça va être bilingue, ça va être plus agréable. Je vais laisser comme ça. Désolé. C'est ça, les entrées des stations métro. Je sais, on parle plus des édicules. Des espaces ouverts, invitants, visuellement stimulants. Minimiser le béton, maximiser le bois et le verre et l'aluminium. C'est des produits locaux. C'est plus écologique. Je sais que au niveau de, quand vous descendez dans les tunnels et tous les appareils, le down, going down, je sais, en bas de la sol, c'est la loi, il faut que tu aies en béton, on ne peut pas avoir je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais aussi, il y a des nouveaux projets avec le bois que je suggère d'aller voir. L'Université de Toronto est juste en train de finaliser une bâtisse de 14 étages. En fait, c'est écrit en dessus un centre sportif. Le centre sportif a été construit en avant, and they built the towers after, comme vous avez suggéré que ça se peut que ça arrive pour les développements. Donc, ils ont fait ça à Toronto, 14 étages, ça c'est le maximum national pour les auteurs. Mais l'Université de Colombie-Britannique avait aussi fait une résidence de 18 étages avec 85 personnes du bois et un peu de béton et du métal. Mais c'est des exemples inspirants, plus agréables, et comme j'ai dit, c'est lumineux et bien éclairé sur et sécurité. Quand j'ai dit sur et sécurité, aussi des caméras de vidéo à l'extérieur, pas juste à l'intérieur. Comme nous avons une grande station intermondiale, Lionel Groulx, il y a beaucoup de caméras à l'intérieur. Le moment où vous êtes à l'extérieur, tout le long, autour des autobus, il y a 15-20 de lignes d'autobus, pas de caméra. Il y a quelqu'un qui était faire leur vie quelques années passées dans une incidence vers 2 heures le matin. Donc, les caméras sécurité à l'extérieur, je sais que ça devient plus de responsabilité de l'STM, mais c'est important d'avoir la présence sécurité. Si c'est l'STM sécurité ou le SPVM, c'est correct. Et quand je dis quand c'est approprié des banques... Excusez, monsieur. Oui. Désolé. Vous avez un point super intéressant sur la sécurité. Hormis l'usage de caméras, est-ce que vous imaginez un type d'aménagement extérieur qui favoriserait par exemple la vue des personnes entrant et sortant? Est-ce que vous avez d'autres idées qui viendraient renforcer la sécurité ou le sentiment de sécurité? Bien, des lieux ouverts, c'est comme quand la sécurité ou la police passe dans la rue à s'assurer que les lignes visuelles sont ouvertes. Il n'y a pas des arbustes, des arbres. C'est bon d'avoir des arbres, mais les arbres les plus gros, comme de 15-20 pieds, pour s'assurer qu'on va... It's very Une important vue claire, visual. quoi. C'est ça, le plus 10 à 12 pieds, l'autre, en milieu urbain, c'est très important pour la sécurité visuelle. Donc un usage Aussi- de la plantation qui soit pensé pour avoir des vues claires. Oui, et aussi pour les personnes. Moi, je suis plus à l'aise maintenant. Avant, je ne suis pas personne, mais je suis plus vulnérable et je garde autour de moi. Je suis plus sensible autour parce que je suis une personne plus vulnérable à ces points-là. Donc, c'est très important avec le vieillesse de la société, les personnes âgées et les mamans poussettes, c'est très important de s'assurer qu'ils sont à l'aise. S'ils ne sont pas à l'aise, ils ne vont pas utiliser ces installations. C'est un bon point, merci. C'est très important. Dernière chose, au niveau des entrées, les qualités appropriées des bancs, des tables et des poubelles. Je sais, l'STM avait enlevé les poubelles à l'intérieur des métros, mais ont besoin des abords. Ça devient désagréable. L'extérieur des métros, souvent, it's very, very dirty.
Les alentours des stations métro, comme je l'ai dit avant, des espaces publics ouverts et invitants, bien intégrés dans le milieu local, pour s'assurer qu'il y ait aussi des bandes, des tables de pique-nique, des poubelles, pour qu'il y ait une ambiance accueillante. Place espaces publics avec un maximum des espaces verts et des efforts verts, des arbres pour les zones d'ombre, comme avec une table. Aussi, le marché public, des initiatives agriculture urbaine et des services en proximité. C'est bon d'avoir une édicule, mais si on avait un CPE et un centre ado, maman ou papa, quand ils viennent à la fin de la journée pour aller chercher l'enfant, le CPE, l'ado qui est à la centre jeunesse, peut-être un lieu pour les personnes âgées, pour avoir des activités, imagine ça, intergénérationnelles. On a entendu ça beaucoup. Les personnes, chacune dans leurs îlots, mettre les jeunes pas ensemble, mais c'est sûr et certain, il y a des façons de créer des événements, des lieux plus agréables pour tous et toutes. Aussi, le déneigement et de givrage pour le 20e siècle. Pour chauffer pour tous les espaces publics et l'entrée des stations de métro. Je sais, la Ville de Montréal avait décidé de ne pas aller en avant avec Sainte-Catherine, avec cette initiative, mais je vous encourage, on est en train de construire une ligne de métro pour 26. Donc, aller en avant avec les technologies 20e siècle. Je vous suggère aussi, je ne sais pas s'il y a un prix associé avec ça, c'est moins cher, mais geothermal, c'est une façon, si les stations sont déjà 4 ou 5 étages souterrains, est-ce que c'est moins cher en place de drill down, de drilling sideways, puis tire le geothermal? Je ne sais pas, j'ai aucune idée là-dedans, c'est juste une suggestion. Un plan, je sais, on n'est pas supposé discuter des autres choses, mais c'est important. C'est un plan, j'ai vraiment apprécié ces consultations. En plus de ça, messieurs, je vous encourage de profiter de l'expérience que les deux personnes ici, c'est incroyable. Non, c'est ça, c'est incroyable la qualité de communauté que nous avons ici. C'est triste que l'STM ne va pas utiliser vous autres pour garder un plan at large pour le développement intégré, tout ça en vision. Peut-être un commentaire à vous apporter, c'est que lors des consultations, des présentations d'informations, oui. On a la Ville de Montréal qui était présente et qui a présenté sa Absolument. vision de développement sur l'ensemble du tronçon. Je pense que ça vient répondre un petit peu à vos préoccupations de savoir si c'était concerté STM Ville de Montréal. Il y a une vision, il y a un plan d'urbanisme qui va sortir prochainement. Je pense que c'est la ville qui est mieux apte pour en parler. Effectivement, c'est une réflexion de valorisation des abords des stations. Donc, ça vient un petit peu répondre à votre point. C'est juste que j'ai un autre exemple à Vancouver, dans le Fraser River Valley. Ils sont en train de dépenser à peu près 7 milliards de dollars pour créer une nouvelle ligne, Train Express banlieue, parce que cette expansion, les gens n'ont pas le choix pour avoir le moyen de payer une maison, il faut qu'il reste plus loin de la région de Vancouver. Donc, le TransLink avait décidé, avec le gouvernement provincial, a décidé d'aller en avant avec une consultation, pas seulement pour la ligne de le métro surface, mais aussi pour le développement. It's one Unified Integrated Public Consultation Process. C'est ça, ça aide beaucoup les gens, ça aide beaucoup des inquiétudes. Moi, j'ai pris le temps de garder toutes les autres séances publiques que vous avez mises sur YouTube. C'est très intéressant. J'ai entendu souvent que les inquiétudes, on ne savait pas, on va discuter le développement, mais ce n'est pas la place, on discute seulement uniquement. C'est pour ça, si on avait c'était fait tout en même temps, ça va être mieux, mais ce n'est pas comme ça. Donc, pour les citoyens, moi, il faut que je t'aille l'STM, le PPUC Léonard, le métro Ville de Montréal, l'agglomération, le CMM. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des événements que vous avez besoin de participer pour s'exprimer ses points de vue. C'est juste si c'est tout ensemble, et tout le monde peut profiter de ça. C'est ça, c'est juste des besoins de planifier ça en Norbex. Besoin de planifier à la fois l'extension de métro et le reménagement urbain dans le même contexte, à la fois pas isolement. La crise actuelle de logement donne l'occasion d'accélérer les développements de logements communautaires à proximité des stations de métro, les logements sociaux abordables, les résidences pour les personnes âgées et aussi les CHSLD. On avait une opportunité unique de faire quelque chose comme j'ai suggéré le soir de cette information, fait ces constructions avant.
pour l'ouverture. Parce que si on avait autour du métro, on avait un tour de logement social, logement locatif abordable, un tour de personnes âgées autonomes, semi-autonomes et manque de soins, ça veut dire une CLSC, une clinique médicale au rez-de-chaussée, une CPE, un centre ado. On a déjà créé et des services en proximité. On a déjà créé une communauté. Donc, ça va être vraiment mis en valeur. Et c'est pour ça, une dernière chose, je vous encourage, quelqu'un avait mentionné, la captation foncière. Vous avez une bonne opportunité de créer ces lieux. Et de garde, le secteur privé a changé les zonages. Je vous encourage, j'ai entendu 20 étages, je vous encourage de densifier plus. Parce que pour ce projet qui était presque dans le banlieue, you need to densify to justify. Vous avez besoin de densifier pour justifier et justifier par densifier. Donc, moi, je vous encourage les abords à 20-25 étages. Minimum 10 ou 12 ou 15 étages, je vais dire 14. Donc, vous pouvez construire les blocs en bois. Mais la densification, on avait juste une chance. Et si vous créez tous ces lieux, les résidences autour, en proximité immédiate, les métros, les autres secteurs privés, les condonistes, tout ça, vous pouvez charger plus pour donner l'opportunité de densifier le quartier voisinant. Et je suis certain, les gens vont payer le prix, ça coûte un peu plus cher, et les gens vont payer ça. Et comme j'ai dit, la dernière chose, ne perdez pas la chance de construire un projet moderne de le 20e siècle dont tous les Montréalais pourraient être fiers. Merci beaucoup. Il y a une dernière chose, c'est ça, j'avais fait un petit commentaire. J'avais mentionné le soir d'information, je n'ai pas entendu le nom, Todd. Je sais, j'ai entendu beaucoup des mots, ils sont très conscients de ça. Transport Oriented Development. Il y a aussi une chose que j'ai pensé, mais c'est POD, Pedestrian Oriented Development. Et non, ça devient une expression dans le milieu urbain, urban planning, all that, you'll find it much more. Puis aussi, avec des matériaux de concret, pour construire aussi, Carbicrete. C'est un nouveau produit créé par des chercheurs de McGill. Et ils sont en train de créer une usine de pilotes à Drummondville en coopération avec le gouvernement provincial. Tout le monde est impliqué là-dedans. Carbicrete, c'est le béton, mais il n'y a pas de béton. Ça coûte beaucoup à l'environnement pour créer to manufacture cement. Le process, ça crée beaucoup de gaz à effet de serre. Et ce nouveau produit s'appelle Carbicrete. Il n'y a pas de béton là-dedans. C'est avec le métal, metal slag. Le processus de métal pour créer le sphère, c'est le slag, puis c'est génial, c'est intéressant. Ça fait 5-6 ans que j'ai suivi ce dossier. Et ils ont juste annoncé la création de l'usine pilote. C'est un produit québécois. Excuse-moi, vous dites, pourriez-vous l'épeler pour mon bénéfice? Et quand vous dites Carbicrete, c'est un car de métro ou un car Non, Carbicrete. C'est en place de concrete, comme le concrete pour créer. C'est Carbicrete. C-A-R-B-I-C-R-E-T-E. Carbicrete. Alors, mais ça, c'est un commentaire qui se rajouterait à votre commentaire sur l'utilisation des matériaux. Oui, des matériaux. On parle de matériaux de construction. C'est ça. Okay. Si on veut avoir plus de vitres, more glass, plus d'aluminium, plus de bois, aussi une production a besoin de béton. Il y a un nouveau produit fabriqué, créé ici au Québec. Donc, je vous encourage d'intégrer ça dans nos plans le plus possible. Et aussi des photovoltaic roads. Ça, c'est photovoltaïque, T-A-I-C, c'est la dernière. C'est des roues, des trottoirs, des passes qui sont... c'est absorber le soleil, ça donne l'énergie. C'est des technologies, on est ici pour le 20e siècle, on crée quelque chose pour le milieu, un quart de le 20e siècle a déjà passé. Je vous encourage d'aller en avant avec le plus moderne possible. Est-ce que je peux vous demander encore une fois de dépeler votre photovoltaïque? Voltaïque, OK. P-H-O-T-O-V-O-L-T-A-I-C. IC, OK, d'accord. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et juste une dernière chose, comme j'ai dit, on parle de mobilité. Mobilité, ça donne l'autonomie. Et autonomie, ça donne la dignité. Des personnes âgées, des personnes mobilisées, des personnes qui ont moins de revenus, s'ils vivent en proximité d'une station de métro et les autobus, ça donne la liberté. La seule meilleure chose qu'on peut donner, c'est un vélo. Mais on ne peut pas donner un vélo à tout le monde. Donc, je pense que ça, c'est... Oh, oui, une dernière. Nous avons un chantier, le métropolitain. Ça va être
mise en chantier pas loin de la même moment, la même époque. Mitigation, très important. Je vous encourage de travailler en avant en coordination avec le MTQ pour s'assurer que les connexions des autobus, des piétons, parce que le métropolitain va être difficile pour traverser vers le sud. Merci beaucoup. Monsieur Robertson, je tiens à vous remercier. Vous avez donné des pistes fort intéressantes, particulièrement sur les futures installations des stations de métro. Mais allant au-delà de ça, je pense qu'il y a des pistes de réflexion. Nous avons des collègues ici de la Ville de Montréal et d'autres instances qui vont certainement écouter, lire ce que vous avez dit. Alors, ça ne va pas tomber dans un grand trou noir. J'inviterai mes collègues à poser des questions, si vous voulez, un complément d'information. Oui, aussi vous remercier parce que c'est vraiment des suggestions fort intéressantes et on sent que vous êtes passé vraiment à travers plusieurs champs. Et puis nous, il y a un questionnaire en ligne qui existe sur le site de la STM. Oui. J'étais vraiment ravi de voir que vous avez couvert quasiment toutes les rubriques qu'on avait énoncées. Il y en a une que j'aimerais vous poser comme question, c'est sur le côté d'histoire, patrimoine des stations. S'il y a une station, peut-être que vous êtes proche de Saint-Michel, j'imagine, mais y a-t-il un élément patrimonial ou historique significatif vous pensez important qu'on intègre, que l'équipe d'architectes intègre? Oui, c'est toujours important. Je sens aussi c'est important d'avoir une connexion avec le milieu culturel. Et comme on avait à Saint-Henri, nous avons un petit monument de quelques personnalités historiques. On avait sur le mur, nous avons Bon Accueil, c'est avec Gabriel, j'ai oublié son nom. L'auteur, on avait beaucoup de choses intégrées dans les édicules. C'est intégration patrimoniale. Oui, historique, mais est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y en a des vraiment lieux patrimoniaux autour des stations métro, les bâtisses des années 50, 60, 70? Je ne sais pas. On va laisser vos collègues des arrondissements et des quartiers. Je crois qu'il y a des gens qui seront très heureux de faire valoir l'héritage très riche des arrondissements qu'on va traverser. D'accord, merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai comme troisième intervenant M. Frédérico Centeno. Merci, M. Robertson. Alors, en attendant que M. Centeno s'installe, je veux juste rappeler que les idées, les pensées que vous pouvez avoir qui peuvent bonifier les installations de la STM, qui peuvent améliorer le mieux-être apporté aux citoyens de Montréal, sont toutes les bienvenues et ils seront étudiés avec soin. Bonsoir, M. Centeno. Oui, bonjour. Mais moi, je pensais que c'était 5 minutes, mais alors je pense que j'ai un petit peu plus de temps pour exposer mes opinions. Et moi aussi, je veux lister mes interrogations ou souhaits plutôt pour le prolongement de la ligne bleue. Je veux vous lire et moi je dis, j'espère que vous avez tenu compte dans la conception des prévisions ou des projections de nombre d'utilisateurs dans 30 ans ou 40 ans et de ne pas se trouver surpris comme dans le cas de la conception des premières lignes de métro. C'est pour ça qu'on se trouve avec des lignes sardines couleur orange. Je pense que dans ce sens, d'ailleurs, la STM a beaucoup de rattrapage dans la construction des lignes de métro, à mon avis. Et ça, c'est mon premier point, ma première opinion. La deuxième opinion, c'est que, qui va lier avec ça, comme présentement les dimensions des queues d'attente, par exemple la station Berry, il me semble serré, très serré. Alors j'espère que vous avez prévoyé ça dans les nouvelles stations de métro. Par exemple, si jamais il y a un incident de feu majeur ou un incident majeur de feu, et je pense que pour sortir ou évacuer les gens, comme dans le cas de la station Berry, il n'y a pas assez d'espace, oui. Alors, je pense que les nouvelles stations, j'espère qu'il y aura assez d'espace où vous allez prévoir ça. Et, un autre cas qui est lié avec les stations de métro, par exemple, précédemment, la signalisation dans la ligne bleue laisse à désirer.
il faut l'améliorer au plus vite parce que je pense que la ligne bleue, c'est comme une ligne oubliée, un petit peu négligée. Vous n'avez pas mis autant de budget ou d'argent comme au centre-ville, qu'il est plein de lumière, des affiches. Et moi, précédemment, quand j'arrive à la station Fabre ou la station Saint-Michel, j'essaie de voir de loin. Il y a juste une affiche qui dit, je pense, je suis presque sûr, qu'il y a juste une affiche qui dit station Saint-Michel, mais il faut vraiment la chercher. La station Fabre ou Iberville aussi. Bon, autre chose, j'espère que dans les nouveaux wagons, les barres de support au plafond seront accessibles pour des personnes de moins de 1,68 mètres d'auteur. C'est à peu près, pour les gens qui ne savent pas, c'est 5 pieds 6 à peu près. Autrement, on se trouve que ces personnes doivent jongler pour se tenir debout ou bien pour essayer d'atteindre les supports qui sont au plafond, surtout lorsqu'on est placé entre deux wagons. Alors vraiment, il faut faire du jonglage pour être debout ou bien faire un bon saut pour essayer d'atteindre les supports au plafond. Et aussi, mon troisième point, c'est que je souhaite que la ville de Montréal et l'STM pourront faire un partenariat pour gérer les mégots dehors des nouvelles stations de métro. Je ne parle pas des fumeurs parce que je ne veux pas toucher ces sujets parce que c'est vraiment tabou, les fumeurs. Mais juste pour vous dire, entre parenthèses, un jour j'ai appelé à la ville de Montréal à ce sujet et ils m'ont dit que c'est la ville de Québec qui donne les contraventions, donc qui gère les punitions. Et alors j'ai dit, pourquoi si nous on habite à Montréal, c'est nous qui doit subir les effets de quelque chose et il faut appeler à la ville de Québec pour se plaindre. J'ai trouvé un petit peu vraiment, et c'est pas concret. Et un autre souhait, j'espère que dans quelques secteurs de prolongement de la ligne bleue ne devient pas des petites Griffintown ou ni des tours de condos. C'est ça que peut-être ça peut arriver, surtout à Anjou, parce que ça va causer beaucoup de problèmes d'urbanisme, que tout le monde le connaît. Je ne veux pas aller au détail. Aussi, ça va provoquer les spéculations et surtout dans la vente, les loyers des propriétaires de commerce et du logement. Je pense que j'ai fini mes souhaits. Monsieur Santoro, je vous remercie beaucoup. Vos commentaires, vos opinions démontrent une réflexion sur la vision et l'importance que vous attachez à ce que toutes les études soient prises en compte. Également, on apprécie les commentaires très pratiques, le côté très pragmatique et pratique de vos recommandations et qui ont été énoncées de façon très, très claire et utile. J'invite maintenant mes co-commissaires à poser des questions. Oui, merci, monsieur. Vous avez parlé en détail des déficiences dans les wagons et sur les quais, mais avez-vous des suggestions pour les édicules, la partie de la station de métro qui est hors surface? Vous avez parlé des mégots, je comprends votre préoccupation, mais avez-vous des suggestions pour comment aménager les édicules lui-même? Moi, ça m'a fait penser à un autre sujet. Par exemple, précédemment, je pense que vous faites des publicités au sujet de l'arrivée des primitives et tout ça. Mais moi, je trouve que ça, c'est un petit peu... C'est beau, c'est un bon effet, ou c'est une bonne, comment est-ce qu'on dit, intention. Mais il faut aller, à mon avis, il faut aller plus loin. Essayer d'aller chercher autre chose pour régler des problèmes vraiment qui sont plus difficiles, comme, je sais pas, le traitement des déchets ou les gens qui arrivent avec son café de Tim Hortons ou McDonald's et qui jettent dans les wagons et qu'on se trouve avec des déchets. Je pense qu'il faut aller plus loin, d'aller toucher les gens, et pas de dire c'est bon, non, qu'ils s'enlèvent les sacs à dos quand on rentre dans les wagons, mais il faut aller chercher des choses plus graves, plus de fond dans les stations de métro. Et aussi,
bon, pour revenir à votre question, je trouve qu'il peut y avoir un gros danger. Je ne sais pas si les gens qui ont conçu, les planificateurs, les architectes, les ingénieurs des années 60, avant d'arriver à la décision de construire le métro, est-ce qu'ils ont pensé le nombre d'utilisateurs qu'on aurait dans 30 ans ou 40 ans? Je ne crois pas. Parce que je me suis informé et je ne crois pas. Alors, ils ne savaient pas que tout le problème qu'on vit à ce moment. Alors, Nous avons, M. Centeno, noté votre commentaire à l'effet que c'est très important de faire des études de projection sur l'utilisation future. Alors, je pense que c'est juste de penser à mieux ménager les stations, surtout. Non? Je vous remercie J'ai beaucoup. peut-être une question pour vous. Vous avez souligné des enjeux de visibilité, signalisation dans une des métros Jean Talon. Est-ce que vous avez des idées, des suggestions pour la rendre plus claire dans le cadre des futures stations? Oui, à mon avis, écoutez, c'est pas difficile, à mon avis. Et les concepteurs de publicité pourraient nous donner des bons détails, mais à mon avis, des affiches un peu plus grandes, un peu plus lumineux, et puis sont 2, 3, disons, les nombres des affiches, ça peut aller. Plus nombreuses et plus ça peut augmenter. C'est facile, quand on arrive quand on descend d'un escalier, dans des accès, il peut y avoir une affiche, mais aussi dans l'autre, parce que des fois, il faut aller les chercher dans l'autre, ou je sais pas si c'est l'oreiller, dans le cas de l'oreiller. Mais à mon avis, ils sont trop petites. Et c'est vrai que c'est un problème de dérangement. Il doit y avoir toutes sortes de normes et de règlements au niveau des dimensions, mais il faut chercher une solution qui soit un peu plus visible. Plus visible de loin, je crois, vous avez dit tout à l'heure. Des fois, les lettrages sur les murs, on ne les voit pas. Oui. Ils sont presque en train de s'effacer, oui. OK. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. C'est bon. Merci. Oui. Juste une petite intervention, parce que monsieur a dit que c'est vrai que les barres dans le métro Azur sont trop hautes. Puis moi, j'aimerais dire que même, parce que vous avez dit à 1,75 m, moi je fais 1,75 m, puis même pour moi, ils sont trop hauts. Puis c'est encore aussi beaucoup trop haut pour ma mère, mettons, qui fait 5 pieds 2. OK. En même temps, j'avais osé dire, il fut un temps que dans les autobus, il y avait des straps de rubber qu'on pouvait se tenir. Ça, peut-être que ce serait intelligent de penser de rajouter ça, parce que c'est vrai que pour tout le monde, c'est trop haut. Pas juste pour moi, même si je suis à la bonne taille, c'est trop haut quand même. Ben, merci beaucoup. OK, c'est noté. Alors, sur ce bon conseil, nous invitons Mme Isabelle Guillemin. Alors, sachez que nous prenons bonne note des commentaires et suggestions qui sont formulés. Dans bien des cas, il y a peut-être des éléments, des contraintes qui confrontent la STM, mais sachez toutefois que les recommandations et les préoccupations seront totalement reflétées dans notre rapport et c'est important que les citoyens peuvent également comprendre les raisons pour lesquelles, des fois, leurs désirs ne peuvent pas être rencontrés en tout point. Est-ce que madame est là? OK, j'appelle encore une fois Mme Isabelle Guillemin. Alors, nous pourrons y revenir. À ce moment-là, j'avais invité Sophie Burel. Elle n'est pas là? Non? OK. Nous avons tenté de rejoindre les gens qui s'étaient inscrits pour donner des opinions. Nous avons tenté de confirmer par téléphone leur présence. Dans certains cas, cela n'a pas pu se faire. Alors maintenant, si M. Jean-Pierre Bertrand Dorion est avec nous, ça nous ferait plaisir de l'entendre. Est-ce que cet ordinateur-là est connecté à Internet? Oui, parce que je voudrais juste mettre un article du Journal de Montréal. Que j'ai ici, j'ai le lien ici. J'ai assez de papier devant moi, on va en enlever un. Bon. Je peux... Je suis directement.
ignorez le titre, s'il vous plaît, OK? Ça n'a pas vraiment par rapport avec ce que je vais dire. On va chercher ça ici. Génial. Ça va se mettre à jouer tout seul. OK, génial. Là, il devrait avoir une photo. OK, c'est ici, c'est les... Dedans, dans le fond, OK. Je vais commencer comme il faut. Excusez-moi, dans le fond, je suis un peu moins préparé que les autres. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très honoré de venir ici. Dans le fond, moi, je me nomme Jean-Pierre Bertrand-Dorion. Je suis bachelier au bac en génie des technologies de l'information de l'ETS Montréal. Je suis montréalais depuis 27 ans. J'ai 27 ans. J'ai vécu toute ma vie ici. Il fut un temps, je vivais à la station Crémazie. Puis je prenais le métro tous les jours. Depuis 2012, je prends le métro tous les jours pour me rendre à l'université. Puis là, maintenant, je suis rendu à Saint-Michel. Je suis rendu propriétaire avec mon partenaire qui est ici, Frédéric. On est rendu propriétaire juste à côté. C'est le fun, hein? Ça nous a fait juste la marche pour venir ici. Puis maintenant, dans le fond, je prends le métro de la station Saint-Michel jusqu'à dans le bas de la ville parce que je travaille chez Bell, qui sont sur l'île des Sœurs. Je vais vous dire que depuis la création de la ligne... depuis l'extension de la ligne orange jusqu'à Laval, extrêmement difficile d'avoir une place dans le train. Même au niveau Crémazie, depuis l'extension, il faut que je laisse passer des fois un train sur deux. J'ai fait ça pendant toute ma carrière d'étudiant à l'ETS. Puis là, maintenant que je suis rendu à Saint-Michel, quand j'arrive à Jean Talon, encore plus d'agrégations qui sont là, il y a encore plus de gens qui sont là. Beaucoup trop de gens. Je vais vous le dire, il y a un problème. J'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de gens, plein de réseaux sociaux, que ce soit Reddit, que ce soit sur Facebook. J'en parle souvent avec les gens, le commentaire revient souvent. Il y a un très gros problème de logistique. Excusez, monsieur, on me demande de vous demander de parler dans le micro, de vous rapporter parce que c'est sténographié. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Tout est correct? Parfait. Excusez-moi, pardon. Je pense que c'est le moment de le dire. C'est important de le dire à des gens qui sont officiels par rapport à la STM, donc vous autres, qu'il y a un problème présentement entre le tronçon vers le sud, entre Jean Talon puis Berry-UQAM. Malheureusement, Jean Talon, Berry-UQAM, c'est deux stations qui sont très, 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 très affluentes, très utilisées. Puis ça fait qu'il y a beaucoup de fois où est-ce qu'il faut laisser passer. Je ne peux pas rentrer dans le métro à Jean Talon. Parce qu'il y a juste trop de gens. Puis même quand moi, je réussis à rentrer dans le métro Jean Talon, puis qu'on s'en va vers Berry-UQAM, il y a des gens à Beaubien, à Rosemont qui ne peuvent pas rentrer parce que, justement, le métro est trop plein. Okay. C'est le fun quand même avec Azur. On a vu une augmentation du nombre de gens qui peuvent rentrer, sauf que, encore là, c'était une augmentation de 7 % qui a été redite par la STM, mais 7 % ça se remplit très vite. Montréal est en expansion. Il y a de plus en plus de monde qui viennent. Puis surtout que depuis l'extension de la ligne orange, vu que les prix des maisons ici est vraiment cher, si tu veux bâtir une famille, la plupart des gens vont à Laval, puis après ça, ils prennent encore le métro pour descendre. Les gens de Laval sont chanceux parce que vu qu'ils arrivent dans le métro vide, après ça, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ils restent dans le métro, puis s'ils travaillent dans le bas de la ville, il n'y a pas de chance qu'ils ne puissent pas rentrer. Puis bon, bref, tout ça pour dire que présentement, faire les transferts entre Jean Talon, c'est difficile. Puis encore là, aussi, j'ose dire encore, si tu as Crémazie puis Jarry aussi, parce que ma mère le fait encore à tous les jours, ma mère, elle travaille en Grignon, le faire à tous les jours, c'est extrêmement difficile. La plupart du temps, il faut que tu laisses passer des métros. Fait que, moi, ce que j'ai vu, c'est que... excusez-moi, en fond, je ne suis pas venu aux autres... aux informations, aux séances d'information avant. Je suis passé à côté de la traque parce que je ne savais pas comment que ça se passait. J'ai juste appris dernièrement que vous faisiez des public hearings comme ça ici. On est content de vous voir. Ah, moi aussi, je suis bien content de vous voir. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça se passe super bien. Les gens sont super intelligents, sont super intéressants dans ce qu'ils disent. Il y a beaucoup d'opinions intéressantes, des points de vue que je n'avais jamais entendus. Mais bref, moi, qu'est-ce que j'aimerais vous dire, là, c'est que quand j'ai vu cet article-là dans le Journal de Montréal, une bonne façon de faire en sorte que la ligne bleue ne fait pas agréger plus... Si vous extendez la ligne bleue, ça va agréger plus de gens. Une plus grosse agrégation à la station Jean Talon. Ça va grossir le problème. Un problème qui est le plus gros problème présentement en transport à Montréal, c'est le tronçon vers le sud de Jean Talon à Berry-UQAM. Fait que là, qu'est-ce que j'ai vu dans cet article-là? Quand je l'ai vu, j'ai dit « Wow, ça, c'est brillant ». La personne qui a proposé ça ici, il a dit « Hey, on pourrait aller chercher... ici, oui, c'est lui ici, vous le voyez, là. Il dit « Hey, on pourrait aller rejoindre d'Anjou à Radisson. » Radisson, non seulement, c'est une super bonne station parce que c'est la station que tous les autobus qui vont vers l'est de la ville, tous les autobus voyageurs qui vont dans l'est de la ville, ils partent de Radisson. Puis en même temps, tous les gens qui travaillent à l'est de Berry-UQAM sur la ligne verte, ils pourraient passer par, mettons, prendre Saint-Michel, à la place de prendre Saint-Michel à Jean Talon à Berry-UQAM, puis remonter la ligne verte. Ils pourraient faire l'inverse. La ligne verte, en plus, c'est une ligne qui est super importante parce qu'il y a beaucoup d'universités aussi qui sont situées dans le centre. Puis à la place que ces gens-là qui vivent peut-être sur la ligne bleue à l'est ou à l'ouest de la ligne bleue, qui aillent à Jean Talon, qui descendent à Berry-UQAM, qui vont un des deux côtés,
bien, ces gens-là, ils pourraient juste aller à Radisson. Puis en plus, à Radisson, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il n'y a personne dans les trains. Il n'y a personne à Honoré-Beaugrand puis à Radisson. C'est des quartiers que ça fait 20 ans, 30 ans que c'est en développement. Puis il y a encore presque personne qui est là. À toutes les fois que je vais voir ma tante, parce que ma tante, elle vit à Honoré-Beaugrand, quand on arrive à la fin du train, il n'y a plus personne. Puis quand je reviens, quand je rentre à Honoré-Beaugrand, my God, j'aurais 10 sièges pour moi. Je pourrais m'écraser, je pourrais dormir là. Tellement qu'il y a de la place. Non, mais pour vrai, honnêtement, je sais que c'est drôle à dire, mais si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de la traque, selon moi, honnêtement. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas pu assister à nos séances d'information. Alors, je vais me permettre un petit écart pour vous donner un complément d'information dont vous n'avez pas eu le bénéfice. Okay. C'est que pour le projet qu'on regarde maintenant, le mandat que la STM a reçu est tel que la STM a été nommée gestionnaire d'un projet de prolongement dont le tracé avait déjà été fixé. Oui. Alors, on n'a pas vraiment de latitude pour commenter sur le tracé du métro. Par ailleurs, les responsables de la STM ont fait des détours pour dire qu'en ce qui concerne les différents axes nord, sud, etc., les points de relier, il y a une réflexion qui se fait au niveau des lignes et des circuits d'autobus, peut-être pour essayer de bonifier ou de faire en sorte d'optimiser les déplacements. Et en ce qui concerne la grande foule dans la ligne orange, l'achalandage, également, les gens de la STM ont fait état du fait qu'il y a des projets, différentes options sous étude pour essayer de désengorger cette ligne-là. Ça n'enlève pas de l'intérêt à ce que vous nous dites, mais c'est juste question de vous mettre en contexte. Si vous voulez retourner puis regarder ce qu'il y a sur les vidéos, les différentes captations qui ont été faites, vous pourrez avoir peut-être certains points de vue qui pourraient augmenter, si on veut, votre compréhension là, de la dynamique qui a entouré là où on est rendu ce soir. OK. Bien, écoutez, je comprends que ça arrive un peu tard dans le projet, qu'est-ce que je dis là. Mais tu sais, j'ai quand même un peu regardé là-dessus avant, puis je sais que dans le temps du maire Tremblay, il y avait du monde qui sonnait l'alarme, comme quoi il disait il va y avoir trop de monde sur la ligne orange si vous continuez à Laval. Puis ça a complètement été ignoré. Puis là, tu sais, tout ça, c'est arrivé, tu sais. Non, écoutez, c'est parfait. On aime bien vous entendre, mais c'est juste de dire qu'on ne veut pas créer de fausses attentes. Non, je comprends. Le projet, quant à son tracé, il est arrêté, le projet, en ce moment. Par ailleurs, ce qui est dit ce soir va être écouté par les gens qui doivent l'entendre. OK, génial. Mais j'aimerais juste ajouter une dernière affaire avant de quitter, c'est que si ça continue comme là, puis ça va jusqu'à Anjou, bien, tu sais, nous qu'on vit à Saint-Michel présentement, moi, je vis très à côté de la station, puis présentement, on a l'opportunité, quand on descend, on a le train qui nous attend, on a des places assises, on a ces affaires-là, mais là, on va tout perdre ça. Puis en plus de ça, ça va être encore plus difficile à la station Jean Talon, parce que ça va agréger encore plus de monde. Il va y avoir encore plus de gens. Fait que moi, je vous le dis, si ça continue de même, que ça va jusqu'à Anjou, puis que ça arrête jusque-là, le monde, il ne sort pas pour prendre le bus pour changer de ligne. Le fond, ils font ça nulle part à Montréal. Fait que si ça continue de même, c'est sûr et certain que ça va causer un problème à l'endroit qui est le plus problématique du réseau. Fait que, bref. Juste pour être sûr que je vous comprends, vous avez bien dit deux choses. Vous pensez qu'il va y avoir plus de trafic ou plus d'engorgement, si on veut, à Saint-Michel et particulièrement Jean Talon. C'est les deux points sur lesquels vous voulez vraiment mettre le focus, là. Oui. OK. Bien, je voudrais aussi ajouter, parce que je connais beaucoup de gens qui vivent à Montréal-Nord. Puis ces gens-là, à Montréal-Nord, avec l'expansion du métro qu'on s'était fait dire avec la ligne rose, puis ces gens-là, eux, ils planifient aussi. Tu sais, n'importe qui veut vivre à Montréal préfère ne pas avoir la voiture. Tu sais, parce que le système de métro est bon. Sauf que là, si tu vis à Montréal-Nord, présentement, que tu te fais une famille, quelque chose, tu vis là, puis tu n'as pas nécessairement de voiture, bien, ces gens-là vont planifier probablement prendre l'autobus pour arriver sur les stations Pinot-Villot, Lacordaire, l'Angelier, n'importe laquelle qui est proche, pour après ça prendre la ligne bleue pour aller rejoindre le cœur de la ville, qui soit downtown ou peut-être aller jusqu'à Snowden. Okay. Mais tout ça pour dire que ces gens-là, ça va agréger plus de gens à cet endroit-là qui vont tout aller à Jean Talon. On comprend. Mais là, encore une fois, on parle de tracé, on parle de projets futurs, de ce qui pourrait être la part de la ligne rose. Notre focus ce soir, c'est plutôt sur les futures installations des 5 stations de métro. Si vous avez des suggestions spécifiques,
par rapport aux installations, matériels, aux éléments de sécurité, aux services à être rendus dans ces stations-là. Ça va nous faire plaisir de les OK, noter. génial, je comprends. Mais OK. malheureusement, non, c'est pas pour ça que je suis venu. OK. Mais j'espère que, dans le fond, j'espère que ça vous peut-être On les vous yeux. remercie beaucoup de C'est moi votre qui vous remercie. participation et on espère que vous allez revenir, que si c'est une première pour vous, sachez que pour nous, et pour la Commission et pour la STM, l'opinion des citoyens, ça compte. Merci beaucoup, bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, j'inviterai pour poursuivre M. Ron Fitzsimmons comme intervenant numéro 7. Pardon? Non. Bonsoir, mon nom c'est Ron Fitzsimmons, je demeure à la 24e Avenue. Ça fait 60 ans que je demeure là. J'étais à l'STM pour 32 ans, j'étais opérateur de métro, chauffeur de bus. Mon matricule, c'est 88-28. Alors là, oui, j'étais un 4 chiffres. Alors, vous demandez opinion. Il y a 2 semaines, j'ai venu ici. Dans une période de questions, j'ai demandé 4 questions. 3 questions, il n'y avait aucune précision. Comment tu peux former une opinion si sur 3 questions, je n'ai pas de précision? OK? Mais si vous voulez mon opinion, vous voulez mettre un terminus d'autobus, Jean Talon et P9. Mon opinion, ne met pas un terminus d'autobus là. Premièrement, à 24e et 23e Avenue, on va perdre tout notre stationnement. Ça, c'est garanti. Déjà, on a des camions de le magasin Atlas. On a déjà des taxis qui stationnent là pendant qu'ils conduisent le taxi le jour, ils laissent leur voiture là. Alors déjà, on va voir le monde qui va prendre les autobus au bout de ligne, dans le terminus de P9 et Jean Talon, puis ça va gâcher notre voisinage. Et le 99 Villeray, c'est certain. Déjà, il arrête à Everett et 24, il va prendre 23 pour aller à terminus à P9, puis il va prendre 24 pour tourner sur Villeray. Alors, mon opinion, s'il te plaît, mets pas de terminus d'autobus à Jean Talon et P9. C'est la seule opinion que j'ai. Pour l'instant. Merci, M. Fitzsimmons. Ben, je ne peux pas m'empêcher de vous demander en contrepartie, vous le metteriez où? Pardon? Vous le metteriez où, le terminus? Mais pas de terminus à Jean Talon et P9. Je ne vois pas la raison d'être. Déjà, vous avez le SRB. Pourquoi mettre un terminus d'autobus dans ce centre d'achat-là? Je ne comprends pas la logique. Est-ce que le 188 va arrêter là? Est-ce que le 141 va arrêter là? Regarde la station Saint-Michel. C'est un terminus d'autobus. Il n'y a aucun stationnement. Le monde, il vit l'enfer. Les autobus font le tour continuellement. C'est pollution au bout. Il faut que vous pensiez à ne pas mettre le terminus d'autobus là. Je ne sais pas où tu veux le mettre, mais mets-le pas à P9 et Jean Talon. Parce que ça va être l'enfer pour nous autres. On le voit venir. Déjà, on vit l'enfer présentement avec votre construction, avec vos tuyaux de fils électriques qu'on subit le Hydro-Québec, qu'on subit le Vidéotron, on subit le Bell. Alors, give us a break. Donne-nous un break, là. Parce qu'on va suivre ça de près. Les gens de 23, 24e Avenue, c'est des gens qui se tiennent ensemble. OK? Ben, C'est oui, beau? et puis je vous remercie. Merci. Et je vous invite à suivre de près également les communications de la STM, parce que d'une part, en ce qui concerne la construction, vous avez parlé des tuyaux qui sont présentement là. Alors, il va y avoir des informations à donner, du dialogue avec les citoyens en ce qui concerne les mesures de mitigation. Et je crois également que les gens de la STM peuvent prendre note, en tout cas, de l'interrogation sur la pertinence, la nécessité de mettre le terminus d'autobus à l'endroit où il est, et que ce soit un terminus d'autobus ou un aboutissement de ligne ou un croisement de ligne. De toute façon, on peut l'appeler par différents noms, mais s'il y a des bonnes raisons pour lesquelles il y aurait un accroissement de l'achalandage exactement dans ce secteur, je crois que les gens de l'STM seront en mesure d'expliquer pourquoi c'est nécessaire. Et dans le cadre du dialogue avec les citoyens, vous aurez l'occasion de revenir sur ces points-là. Mais soyez rassurés, nous allons faire état de votre frustration ou de vos préoccupations et de vos interrogations. Merci. On va suivre ça de près. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Alors, après cette présentation très claire de M. Fitzsimmons, j'appelle Julien Gagnon-Ouellette. Est-ce que... Oui. Okay.
Bonsoir. Bonsoir. Je représente aucune association, mais je veux parler vélo parce que je suis moi-même cycliste, puis je suis en contact avec plusieurs organismes cyclistes à travers Montréal. Puis j'ai déjà écouté plusieurs des autres consultations avec des questions, puis j'aimerais ça faire des suggestions. Vraiment, moi, je pense que le vélo, c'est pas seulement un loisir, mais un mode de déplacement au quotidien. Puis moi, je suis aussi un cycliste à l'année, 4 saisons. Puis dans cette optique-là, j'aimerais ça que les... J'ai vraiment beaucoup aimé ici une des présentations précédentes de transport au 21e siècle. J'aimerais ça que genre, le vélo soit complètement intégré aux stations, aux édicules, puis qu'il y ait des stationnements intérieurs, un peu comme ce qui se fait déjà en Europe. Entre autres, à Utrecht, qui est avec une station de train, qui est une des plus grandes stationnements de vélos, avec 12 000 vélos. Puis pour ça, j'aimerais ça dire que dans le fond, ça serait vraiment pour que... C'est sûr que ça serait aussi en intégration, puis j'ai vu les autres consultations, ce serait en intégration avec un développement cyclable à travers toutes les arrondissements autour, puis aussi même jusqu'à Montréal-Nord. Tu pourrais faire environ 30 minutes de Montréal-Nord jusqu'à la station, laisser ton vélo en sécurité, pour après ça aller au centre-ville. Puis ça réglerait. J'ai entendu beaucoup de gens de Saint-Léonard qui disent qu'il n'y a pas de stationnement d'auto, mais ça pourrait être une bonne façon de pallier à ce problème-là en ayant des vélos, puis des liens cyclables assez rapides qui pourraient intégrer les stations. Puis aussi, j'aimerais ça que les stationnements soient intérieurs parce que moi qui fais du vélo à l'année, ça serait vraiment utile pour les intempéries, la météo, etc. Puis je proposerais qu'au minimum, par station, 30 à 50 vélos pour les stations, puis le terminus, mettons, de Jean Talon, terminus de Jean Talon, puis le terminus d'Anjou, au minimum 100 stations de vélos intérieurs, en plus de peut-être des stations extérieures, selon. Mais je dis ça parce que dans le fond, on sait que les stations de vélo à Montréal, ben pas les stations de métro, je veux dire, avec des racks à vélo, c'est souvent des vélos qui sont restés là longtemps, puis que les gens se font voler, puis que ça, ils restent là, puis c'est vraiment pas agréable. Puis quand tu pars à vélo, l'idée, c'est que tu laisses ton vélo, quand tu pars à vélo pour aller travailler, tu vas laisser ton vélo souvent 5, 6, 7, 8 heures, puis c'est vraiment des longs moments parce que, même si c'est un quartier excentré, c'est vraiment des moments où que plus tu laisses longtemps, plus tu as de chances de te faire voler. Puis c'est vraiment un fléau à Montréal, qui même moi, je me suis volé 4 vélos à Montréal en 10 ans. Fait que c'est quelque chose qui rend désagréable. Puis j'ai aussi deux, trois autres propositions, suggestions pour les édicules ou les stations de métro. Dans le fond, s'il peut avoir à chaque station des rampes pour promener son vélo puis aller dans les rames. Puis j'en ai déjà discuté avec le conseil d'administration de l'STM, mais je le répète ici, que genre la plage horaire soit élargie dans tout le réseau du métro, puis qu'il y ait plus que 6 espaces par rame de métro qui soient seulement à l'avant pour qu'ils soient un peu partout dans la rame de métro. Puis que si c'est seulement à l'avant, bien, considérez que si l'entrée du métro, s'il y a un édicule, dans le fond, comme à certaines stations qui arrivent seulement à la fin du métro, puis il faut que tu marches tout le métro, bien, c'est vraiment pas efficace à vélo. Puis souvent, tu arrives au bout, puis plus qu'il y a d'ascenseurs, plus qu'il y a de gens en mobilité réduite, de mères avec leurs poussettes, puis de vélo, puis c'est impossible d'avoir 6 emplacements seulement pour ça, même avec les nouvelles rames de métro. Puis aussi, par rapport à l'intégration des précédentes, que ce soit tout intégré pour des personnes adaptées, mais aussi qu'il y ait des gros ascenseurs, justement, pour avoir et des vélos et des personnes à mobilité réduite avec leur fauteuil roulant et des mères ou des gens en poussette, ou des pères aussi. Puis aussi, par rapport à l'intégration des précédentes, que ce soit tout intégré pour des personnes adaptées, mais aussi qu'il y ait des grandes, des gros ascenseurs, justement, pour avoir et des vélos et des personnes à mobilité réduite avec leur fauteuil roulant et des gens en poussette, ou des pères aussi. Puis aussi, par rapport à l'intégration des précédentes, que
Puis je tiens à dire aussi que les vélos, c'est vraiment, ça casse l'isolement, c'est très bon pour la santé, puis c'est vraiment une façon d'intégrer tout le réseau cyclable avec le réseau de transport en commun. Puis j'espère vraiment, on voit ça dans toutes les villes européennes, encore toutes les villes du monde, qu'il y a plus qu'une intégration entre les transports actifs puis les transports en commun, mieux. Il y a un meilleur développement, une meilleure santé, puis une meilleure communauté qui se crée par rapport à ça. Puis j'espère que la STM va vraiment améliorer ses édicules en ce sens-là pour avoir des vraies stations du 21e siècle. Je vous remercie beaucoup, M. Gagnon-Ouellette. Vous nous faites des propositions qui sont à la fois innovatrices et pratiques sur le plan technique, avec une bonne vision sociale. J'ai une petite précision à vous demander. Quand vous avez demandé d'élargir les plages horaires, est-ce que vous voulez dire tout simplement les heures d'ouverture du métro de façon générale? Non, mais en fait, en ce moment, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu n'as pas le droit d'amener ton vélo dans une rame de station de bus de l'ouverture jusqu'à 10 heures. Ce qui fait qu'en sorte que moi, si jamais j'ai un flat à quelque part puis je veux juste entrer dans le métro, ben c'est interdit. Après ça, l'interdiction va de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures, si je ne me trompe pas. Après ça, c'est les jours de la semaine. Les jours de la fin de semaine, habituellement, c'est ouvert toute la journée jusqu'à temps que l'été arrive. Puis souvent, selon l'achalandage s'il y a un festival, par exemple, la STM se voit en mesure de ne pas accepter les vélos, ce qui est vraiment arbitraire. Puis j'aimerais ça que ce ne soit pas arbitraire parce que c'est ridicule. Mais le problème relié à ça, c'est que si moi, je rentre à Anjou puis que je veux sortir à quartier des spectacles, à Place des Arts, mettons, ben ça se peut que s'il y a un festival, c'est sûr qu'il y a un problème parce qu'ils ne peuvent pas contrôler d'où on sort, mais même à ça, j'aimerais ça qu'il y ait une plus grande accessibilité au vélo parce que c'est toujours intéressant d'avoir une bonne communication entre les modes de transport. OK, c'est noté. Je voulais juste être sûr d'avoir bien compris cette intervention. Est-ce que mes collègues ont des questions? Oui, je peux imaginer la réponse à ma question que je vais vous poser, mais je veux vous entendre. Le service Bixi ne remplace pas d'une certaine façon les stationnements pour les vélos aux stations de métro? Les gens, non, au lieu de prendre votre propre vélo, vous pourriez prendre le Bixi? Ben moi, je prends pas toujours le Bixi, mais j'aime bien qu'il y ait un cocktail de disponibilité de transport. Ça veut pas dire... Tu sais, si je prends une trottinette électrique, en tout cas de l'été dernier, puis je peux me rendre jusqu'à faire les derniers mètres avec un métro, mais ça se peut qu'à une station Bixi, je ne puisse pas me rendre où est-ce que je dois me rendre parce que, justement, il n'y a pas de station. Puis moi, avec mon vélo, personnellement, il est supérieur en termes de capacité pour plein de choses, transporter des choses, etc. Alors, j'ai une commodité avec mon vélo que je ne pourrais pas avoir avec le Bixi. Et une deuxième question, les services de transport en commun qui ont des stationnements protégés pour les vélos, souvent il y a un manque, même si on met une centaine de places, il y a toujours plus de monde qui le veut. Est-ce que vous serez d'accord de payer un abonnement mensuel ou quelle façon proposerez-vous pour gérer la demande? Je crois que l'offre ne pourra jamais être suffisante. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour gérer ce bon problème? Moi, personnellement, je préfère que ce soit gratuit pour qu'il y ait une ouverture, surtout si tu considères que parfois les populations de Montréal-Nord sont défavorisées. Puis il y aurait vraiment une façon d'intégrer le vélo dans leur déplacement parce qu'il manque cruellement d'infrastructures vélo à Montréal-Nord, puis c'est désenclaver toute cette partie-là de Montréal. Mais en même temps, c'est sûr que s'il n'y a pas une grosse... s'il y a une difficulté avec la demande puis l'offre, ben, si c'est payant, il pourrait toujours avoir un système de cartes avec la carte Opus ou etc. Où est-ce que tu te dis, si tu as un abonnement mensuel, ça pourrait être inclus là-dedans. Alors, tu aurais comme... Ça se fait aussi avec le Bixi, il y a des rabais, c'est déjà inclus, mettons, dans la carte Opus. Tu te dis, ça pourrait être une façon, tu utilises déjà le transport, tu payes déjà, tu auras accès à cet emplacement-là de vélo. Mais je veux vraiment réduire au maximum cet effet-là, puis mettre le plus de places de stationnement possible. Je vous remercie. Moi, j'ai une question. Merci. Une question relative à l'enjeu que vous avez soulevé de sécurité par rapport au rack à vélo. Il y a l'aspect de quantité, mais l'aspect de sécurité. Est-ce que vous avez des suggestions
dispositifs, modèles qui permettraient d'avoir des racks à vélo peut-être plus sécuritaires pendant le moment où le vélo était livré à lui-même pendant 6-8 heures. Vous avez cité un certain nombre de références dans certains pays européens. Est-ce que vous avez en tête des suggestions à ce sujet? Il y a une recommandation précédemment de mettre des caméras à l'extérieur s'il y a des racks extérieurs sans protection. Puis sinon, ce qui se passe souvent dans les pays européens, c'est que tu as une carte. Puis ça pourrait être intégré avec la carte Opus, avec la puce qui est intégrée. Puis tu pourrais avoir accès à ce lieu-là. Qui serait fermé, puis ce serait vraiment pour ceux qui ont un vélo, puis ça serait enregistré sur ta propre carte Opus, mettons. Comme ça, tu sais que genre, certaines personnes pourraient avoir accès. Puis sinon, c'est ça, c'est sûr que il devrait, comme votre collègue a dit tantôt, avoir peut-être un paiement, puis là, on sait c'est qui exactement, puis ça pourrait avoir une certaine sécurité si... Parfait. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Bertrand-Dorion. Nous réfléchirons à toute la question des vélos. C'est Gagnon Wallet, n'est-ce pas? Oui, pardon. Et puis, j'inviterai maintenant Mme Joanne... J'inviterai Mme Joanne Garneau à se présenter au micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mme Garneau. Moi, je voulais parler plus au niveau, quelques trucs là, sur la signalétique dans le métro, entre autres. Je sais que, dans le milieu de la déficience visuelle, ça nous est rapporté souvent que la signalétique dans le métro n'est pas assez... la grosseur de la police, là, on veut dire, là, pour lire les indications de sortie ou de direction. C'est pas assez gros. Il faudrait que ça soit plus gros que ce que c'est dans le moment. Puis avoir un meilleur contraste pour les personnes à déficience visuelle. Et puis aussi que les indications soient faciles à repérer. Parce que les gens à déficience visuelle, ils vont chercher, ils ne voient pas beaucoup... Alors que ça soit facile à repérer, puis que ce ne soit pas aussi trop haut pour que les gens n'aient pas que ce soit facile, en tout cas, pour la vision, c'est facile d'accès. Ça, c'est pour la signalétique. Ensuite, au niveau du métro, en tout cas, les wagons azur, pour moi, ça me cause un problème. C'est beau, c'est grand, sauf que il fait beaucoup de bruit. Les anciens métros, c'est facile quand les métros arrivent à la station de savoir même quel métro qui arrive, de quelle direction. C'est ce que mon côté, c'est l'autre côté. Quand les portes ouvrent, on les entend. On sait où la porte ouvre. OK, j'en vais par là. Mais les métros azur, c'est impossible de savoir. Est-ce que, c'est quel métro qui arrive? Est-ce que c'est le côté... S ou S ou ça, là. Et puis, quand est-ce que les portes ouvrent, on ne sait pas. Fait que c'est plus c'est sécurisant. Puis ça peut être dangereux aussi, là. Je sais qu'il y a des flèches à terre, mais nous, on ne les voit pas, les flèches, là. Puis l'autre chose, c'est le banc dans le wagon, le banc pour les personnes de mobilité réduite. Bien, quand tu t'assois juste à côté, même là, comme ça ici, il y a un poteau de soutien. Bien, ça, il est trop proche. Parce que moi, ça arrivé plusieurs fois que je me cogne dessus. Fait que ça aiderait que ce soit peut-être un peu plus éloigné, puis peut-être avec quelque chose caoutchouc là, pour que ça soit absorber les chocs. Là. Ensuite de ça, OK. Au niveau quand on arrive dans le métro, s'il y a des ascenseurs ou si de savoir, pour nous, de savoir facilement où est l'ascenseur. Pas toujours facile de se repérer. Là. Puis peut-être dans les couloirs, d'avoir, je ne sais pas, une indication sonore. Est-ce que je m'en vais dans quelle direction je m'en vais?
Ouais, direction ouest, direction, tu sais, donner au moins cette indication-là. Ce serait en gros là, les recommandations. Madame Garneau, vous nous avez fait de très bonnes recommandations, tant au niveau de la signalisation, si je comprends bien, pour améliorer votre capacité de vous orienter. Puis je pense que aussi vos commentaires par rapport aux problèmes associés au métro Azur vos commentaires vont être examinés avec soin. Vous avez soulevé des aspects ergonomiques qui sont d'intérêt pour vous et également pour d'autres personnes. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je demande à mes collègues s'ils ont des questions. Oui, moi, Wolf. j'ai une question. Je suis intrigué. Vous avez mentionné que vous ne pouvez pas savoir de quelle direction arrivent les nouvelles trains Azur. Pourquoi c'était plus facile avec les anciens modèles? À cause du son. Le Parce son que que les le sons- métro a fait, quand il arrive, en tout cas, il faudrait que vous soyez avec moi là, dans le métro pour vous montrer, parce que vraiment, on sait. Si l'ancien métro, je peux dire, OK, c'est de l'autre côté ou c'est de l'autre côté ou les deux en même temps, mais Azur, là, Le bruit est différent. Le bruit, ça fait tellement de bruit qu'on ne sait pas. Le bruit est trop fort. OK. Fait que je ne sais pas, est-ce que c'est l'autre voie, est-ce que c'est le côté de ma voie? C'est pas la distance de l'autre voie. Vous savez de quelle direction, si ça arrive de gauche ou de droite. C'est ça que vous pouvez distinguer avec les anciens? Oui, OK. tout à fait. Maintenant, je comprends. Merci. Petite question sur les indications sonores. Vous avez indiqué des indicateurs sonores qui permettent de vous diriger à l'intérieur de la station, c'est ça? Pour dire où... Par exemple, moi, je vais aller, je ne sais pas, ma direction, on va dire Honoré-Beaugrand. Oui. Bon, pour savoir est-ce que je suis dans la bonne direction. Tu sais, parce que je sais que moi, j'ai déjà vu avant, là, on voyait, OK, direction Honoré-Beaugrand, c'est écrit en haut, là. C'est dur à voir, là, mais bon. Est-ce que je suis sur le bon côté? Est-ce qu'il va y avoir une annonce verbale ou quelque chose? Ça, c'est un dispositif qui se trouve à certains endroits de la station, c'est ça qui annonce? Ou c'est Oui, tu sais, quand je sais pas, tu descends l'escalier ou une rampe, parce que comme disait monsieur tantôt, les rampes, c'est accessible, tout le monde peut passer par la rampe. Ça évite d'avoir des ascenseurs, peut-être que dans les stations, on peut le faire, pourquoi pas, ça coûte moins cher aussi. Au moins, là, on aurait une indication, on passe à l'entrée du couloir, il y a une annonce, ça dit, OK, direction telle. Finalement, utilisé pour vous, si je comprends bien, c'est l'indication sonore qui est quand même le meilleur substitut à l'indication visuelle. Donc, tel passage, vous êtes dans le couloir pour telle direction. Oui. OK. Pour moi, mais pour ceux qui voient, c'est sûr que ça soit plus gros. Oui, absolument. Il y a des gens qui... Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Garneau. Je voudrais m'excuser. Allez-y. Merci. C'est bon? Tout à l'heure, j'ai remercié par erreur M. Bertrand Dorion, alors que j'aurais dû remercier M. Gagnon-Ouellet pour la dernière intervention, et je tenais à m'en excuser. Pour tous ceux qui ont donné des interventions ce soir, qui sont utiles pour eux-mêmes et pour leurs concitoyens, je veux vous remercier et le temps nous permet d'inviter, s'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter à la séance, on pourrait disposer de quelques minutes si vous avez des suggestions quant aux futures installations de la STM. Monsieur, je vous invite, si vous voulez, c'est Monsieur Santena? Oui, ou dans le fond? OK, ou Monsieur au fond, c'est Monsieur Santena, oui. Monsieur, si vous voulez ajouter un complément d'information, oui. C'est monsieur, juste pour la scénographie, c'est monsieur Federico Centeno, je crois. C'est Federico Centeno, oui. Non, je veux juste faire un commentaire. Tout à l'heure, ils ont parlé du cas de P9, la terminus. J'ai dit, mais si j'ai pensé à ça, s'il n'y a pas aucun terminus dans aucune station du métro, alors je ne sais pas qui a eu l'idée, comme les grands gourous architectes, de dire on va mettre un terminus à P9, si ça peut causer des problèmes, non? Alors je pense qu'on devrait très bien écouter des opinions, vraiment tout ce... Parce que c'est très souvent qu'une fois que ça arrive, le problème, on dit « Ah, mais on a enlevé des stationnements
de plus en plus, on enlève des stationnements au lieu d'ajouter des stationnements. Vous savez ça dans la ville de Montréal, non? Ça, c'est une opinion, juste pour ajouter quelque chose. Et l'autre, j'ai dit, vraiment, c'est une... je ne savais pas que toutes les options de le prolongement de la ligne bleue, mais c'est vrai que dans le cas de REM, on sait qu'on a ajouté des accès, par exemple à l'aéroport, ou peut-être on essaie de chercher à la station de train de Via Rail. Et dans le cas de REM, on a ajouté des stations. Alors pourquoi pas regarder l'option d'ajouter des connexions entre la ligne verte et la ligne bleue? Ça serait, il faut profiter maintenant qu'on est en train de construire une ligne bleue, prolongement, pour profiter de cette occasion. C'est comme dans les tramways de Québec, ils essaient de profiter ou d'échanger toutes sortes de liens. Alors je pense qu'on devrait voir les liens entre la ligne verte et la ligne bleue. Et je me permets de penser que quand vous dites ajouter des connexions, on ne parle pas juste des connexions métro, mais ça pourrait être améliorer les connexions de surface, également les bus, etc. Oui, parce que je pense qu'il faut dégager, plutôt il faut penser aussi à dégager, à aider à que les utilisateurs puissent bien se déplacer. C'est vrai que la station Radisson, c'est très critique, c'est un point très critique. Sur ce point, j'aimerais mieux qu'on ne s'étende pas tellement, compte tenu que le tracé ne fait pas partie du mandat de la commission, mais néanmoins, votre commentaire va faire partie du procès-verbal, la transcription et des éléments qui seront rapportés suite à cette commission. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. OK. Monsieur Houffon? Oui. Bonsoir, monsieur. Compte tenu que je ne vous ai pas sur les listes d'intervenants, je vous demanderai de dire clairement votre nom et votre prénom et peut-être de vous présenter aux personnes à l'accueil à la fin, de manière qu'ils puissent avoir vos coordonnées contact au besoin. Bonjour, madame. Bonsoir. Oui, mon nom, c'est Ensline. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Ensline Duvivier. OK. Est-ce que vous auriez j'ai déjà été inscrit à l'accueil. Ah, je vous remercie. OK. Alors, ma question est celle-ci. Je sais que ça fait longtemps qu'on a parlé du métro et ça fait depuis je suis petit que j'entends parler de ce métro. Et puis, ceci dit, ce métro-là passe dans en dessous de plusieurs entreprises, puis pas seulement des entreprises, mais ce que j'appellerais en anglais real estate. Et une particulièrement, c'est celui du McDonald's sur Viau et Jean Talon. Et j'aimerais, puisque la ville ou la STM lui a imposé de creuser dans son terrain, à l'instar de mon ancien collègue, la personne qui était pas... il y a une personne qui a parlé tantôt qui ne voulait pas avoir de terminus à P9, tout ça, et malheureusement, bon, c'est une belle opinion, mais je ne sais pas si lui peut... Son opinion est très valable. Ceci dit que, malheureusement, ces choses, je ne dis pas terminus, mais il va y avoir un débalancement pareil. Il va y avoir des travaux à P9. Ceci dit, je sais que McDonald's, lui, va se poser des questions, demander une compensation pour le tracé et le creusement qui va être fait sur son terrain. Ceci dit, combien ça va coûter à la STM? Et si ça coûte, c'est quoi la compensation? Et si il n'y a pas de compensation, quel est le pourcentage de partenariat qu'il fait avec le métro de la STM pour qu'il puisse être satisfait de ce qui va lui arriver? Alors, je vous remercie de votre intervention. Tel qu'on l'a expliqué déjà ce soir, ce n'est pas le soir de la période de questions. Et certainement, nous, comme commissaires, nous ne sommes pas habilités à répondre à vos questions parce qu'on n'a pas les réponses. Et donc, Désolé, je t'arrive en retard. Non, c'est tout bon. Cependant, ce sera rapporté et la STM, ayant connaissance de votre question, pourra possiblement donner des éléments de réponse. Par ailleurs, je dois vous dire par avance qu'il s'agit
Vous évoquez sans doute des compensations financières pour des achats, des acquisitions de terrain. Parmi ces dossiers-là, comme vous savez, on peut parler d'achat de gré à gré, on peut parler d'expropriation, on peut parler de tracé. Il y a des éléments qui peuvent être rendus publics, comme c'est la norme. Il y a par contre d'autres éléments qui sont sous négociation et qui sont toujours disons, confidentiels pour le moment, mais soyez assurés que la question sera transmise à la STM. Merci. Bonsoir. Alors, merci à tous et à toutes. Oh, il y a une autre opinion, nous allons l'entendre. Je vous demanderai de vous identifier, s'il vous plaît. Bonjour, mais je vais passer le 5 mars et j'aurai une question préalable pour me préparer. Oui. Est-ce qu'on peut faire des suggestions? Votre nom, s'il vous Denis plaît. Côté. Denis Côté, oui. Est-ce qu'on peut faire des suggestions sur les noms des stations? Vous savez, il y a 3 stations qui ne peuvent pas répéter les mêmes noms que sur la ligne verte. Absolument, certainement et avec plaisir. Bon, alors ça va être fait le 5 mars. Oui, et puis ça peut être sur ces noms des stations ou peut-être sur des concepts, des évocations historiques ou d'autres thématiques. C'est en plein pile dans l'objet de cette consultation. Et j'ajoute cependant qu'il va y avoir d'autres éléments sur le plan du concept architectural, du détail, tout ça. Il y aura d'autres opportunités de dialogue, mais vos suggestions seront tout à fait bien reçues le 5 mars. Merci. Bonsoir. Alors, encore une fois, merci à toutes et à tous et à toutes. Ah, y a-t-il un autre? Oui. Très, très court. Comme j'avais mentionné pour les votre nom, je m'appelle Derek Robertson. Oui. Quand je l'ai posé la suggestion au niveau des people movers, les ascenseurs assez larges, c'est une bonne raison, comme la Madame a suggéré, avoir des difficultés pour trouver les endroits. Si on avait un ascenseur qui va rendre le trottoir directement à la plateforme, la personne va rendre le trottoir et dire, OK, je vais aller dans la direction ouest, je rentre dans cette édicule, direction l'est, c'est dans cette édicule. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Comme je dis, directement aux plateformes. Merci beaucoup. Et encore, merci beaucoup pour cette consultation. C'est vrai apprécié. OK. Merci beaucoup. Alors, avec ce commentaire qui vise évidemment à améliorer l'orientation pour toutes les personnes qui ont besoin peut-être plus de signalisation sonore. Donc, avec ce dernier commentaire, l'Assemblée est terminée. La prochaine séance d'expression des opinions aura lieu le 2 mars prochain. Et il y aura d'autres séances qui seront tenues dès 19h les 3, 4 et 5 mars. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu les travaux de la commission, les sténographes et les responsables de la sonorisation. Je remercie également les représentants du projet de prolongement de la ligne bleue de la STM et leurs partenaires présents dans la salle. Enfin, mes collègues et moi vous exprimons toute notre gratitude à vous, les citoyens et représentants d'organismes, qui êtes venus ici ce soir présenter vos opinions, mais également écouter avec attention les opinions de vos concitoyens. Nous avons apprécié la qualité de vos présentations et la courtoisie de nos échanges. Sincèrement, merci. Nous tenons aussi à remercier tout le monde qui se sont déplacés pour assister à la séance. Comme je le disais au tout début, à la suite de la dernière séance d'expression des opinions qui aura lieu le 5 mars, nous débuterons l'analyse de la documentation, des informations et des opinions qui nous auront été communiquées. Après cela, nous entamerons la rédaction de notre rapport qui sera présenté à la STM à l'été 2020. Il est à noter, encore une fois, que l'ensemble de la documentation relative au projet demeure accessible en tout temps sur le site Web de la STM. Et sur ce, voici ce qui met fin à notre séance de ce soir. Encore une fois, merci, bonne fin de soirée, soyez prudents, bon retour à la maison.